Alors, en ce qui concerne la méiose, je voulais juste vous rappeler brièvement qu'elle occupe une place, une place assez particulière et importante dans le cycle de développement des eucaryotes, c'est la division cellulaire qui permet la transition et le passage d'un état diploïde des cellules à un état haploïde, donnant naissance donc aux gamètes. Donc c'est une étape du développement qui compense le doublement chromosomique qui survient au moment de la fécondation et donc qui est une étape indispensable à la stabilité chromosomique des espèces. Alors comment ça marche, cette réduction chromosomique? Donc j'ai essayé de simplifier au maximum les divisions méiotiques pour ne pas effrayer l'auditoire et juste pour vous souligner que le principe d'une division méiotique, c'est d'enchaîner deux étapes de ségrégation chromosomique après une seule phase de synthèse d'ADN. Donc mathématiquement, cette caractéristique aboutit à la division par deux du nombre et du contenu en ADN. Alors ces deux étapes de ségrégation chromosomique sont appelées en général méiose 1 et méiose 2. La méiose 1 étant l'étape à laquelle la séparation des chromosomes homologues se réalise et donc l'étape à laquelle la réduction chromosomique sensu stricto a lieu. La seconde division méiotique, quant à elle, s'apparente beaucoup plus à une division mitotique puisque ce sont les chromatides sœurs qui vont être ségrégées. Alors, la séparation, donc la réduction chromosomique survenant au moment de la première division méiotique repose sur une structure qui est typique d'une division méiotique et qui est une structure qu'on appelle bivalent et qui associe de façon extrêmement intime les chromosomes homologues ensemble. Et cette association repose sur un échange de matériel génétique, donc sur un échange physique de matériel génétique qui est manifesté ici, dessiné ici et qui s'appelle crossing over. Alors, dans l'espèce sur laquelle nous travaillons, Arabidopsis, qui est une espèce diploïde à nombre de chromosomes diploïdes égal à 10, on peut visualiser ces bivalents. Ici, juste avant la première division méiotique, et on peut, donc après coloration d'API, observer des plaques métaphasiques typiques de cette espèce où les 5 bivalents typiques d'Arabidopsis sont observés. La première ségrégation chromosomique va donc réaliser cette réduction chromosomique et on aboutit à 2 cellules filles avec un nombre haploïde de chromosomes. Et la division 2 va, quant à elle, séparer les chromatides sœurs. Et donc, le produit final de cette division est une 4 cellules haploïdes. Alors, une façon d'illustrer l'importance de ces structures pour un bon déroulement, une bonne ségrégation chromosomique, est d'observer ce qui se passe dans des contextes génétiques où ces structures ne sont pas formées. Donc, c'est exactement ce que je vous ai représenté ici. Donc, c'est une figure des chromosomes d'une plante qui est incapable de former des bivalents. Donc, à la place des 5 structures, on dénombre les 10 univalents caractéristiques d'Arabidopsis. Et dans ces cas-là, la ségrégation chromosomique va avoir lieu, mais va sécréger de façon complètement aléatoire ces univalents sans les répartir de façon équilibrée dans des cellules filles. Ce qui aboutit en fin de méiose à la production d'un nombre variable de cellules contenant un nombre variable de chromosomes. Donc la conséquence de telle division, c'est non seulement une forte stérilité, un fort impact sur la fertilité des individus, mais également des transmissions éventuelles d'aneuploïdies qui peuvent être extrêmement délétères dans la descendance. Donc maintenant que j'espère vous avoir convaincu que la formation de crossover et cette structure bivalente sont cruciales pour une bonne division méiotique, je voudrais arriver dans les mécanismes eux-mêmes qui permettent de conduire à ces formations de crossover. Et là, je vous ai mis un schéma toujours très simplifié du processus qui permet de générer des crossovers, qui est le processus de recombinaison homologue. Donc, qu'est-ce que c'est que la recombinaison homologue? C'est un processus de réparation de l'ADN qui est partagé par la plupart des cellules, qu'elles soient eucaryotes ou procaryotes, et qui a comme caractéristique de prendre en charge des lésions de l'ADN de type cassure double brin et de les réparer de façon relativement fidèle, puisque le principe de la recombinaison homologue est de rechercher et d'utiliser une matrice d'ADN intacte et d'utiliser l'information contenue sur cette matrice d'ADN pour réparer la lésion. Donc, un des produits de ces phénomènes de recombinaison sont les crossovers, mais il faut bien avoir en tête qu'il y a d'autres façons de réparer ces lésions par la recombinaison homologue qui n'aboutissent pas forcément à des échanges génétiques majeurs, mais éventuellement des conversions géniques locales. Alors, quand on regarde maintenant ce qui se passe au cours de la recombinaison homologue qui a lieu en méiose, il y a un certain nombre de modifications ou d'adaptations qui peuvent être notées. Et aujourd'hui, je vais m'intéresser à la première de ces modifications, qui est l'étape de formation des cassures double brin. Contrairement à ce qui a lieu dans les cellules en développement végétatif, ces cassures double brin qui initient la recombinaison méiotique ne sont pas fortuites, mais au contraire programmées.
et induite en plus en un nombre quantitativement très important. Donc ça, c'est illustré sur cette figure qui représente un méocyte d'Arabidopsis toujours, à un stade plus précoce que ceux que je vous montrais tout à l'heure, et sur lequel on a révélé les axes chromosomiques avec un immunomarquage contre une protéine structurale. Et on a également révélé les sites de recombinaison. Donc chacun de ces foyers verts que vous pouvez dénombrer ici correspond à un site de réparation et donc à un site initial de cassure de l'ADN. Donc on estime chez Arabidopsis à plusieurs centaines ce type de lésion induite au début en entrée en méiose. Et le cas d'Arabidopsis est loin d'être une exception, puisque dans la majorité des espèces, plusieurs centaines de ces cassures sont induites. Donc, ce qui peut paraître assez contradictoire avec le fait que c'est quand même la première étape qui conduit à la transmission de l'information génétique en descendance, et que la première chose que trouvent les organismes à faire, c'est de soumettre les cellules génératives à des lésions majeures de leur ADN. Donc, inutile de vous dire que ce processus est extrêmement contrôlé et qu'on est encore très loin de comprendre l'ensemble de la globalité de ces contrôles. Mais j'espère vous donner quelques pistes pour essayer de comprendre comment cette étape peut être régulée et ne pas aboutir à des chaos génétiques. Alors, quand on s'intéresse au mécanisme de formation de ces cassures double brin, une enzyme clé, une protéine clé qui a été identifiée dans les années 90 est la protéine SPO11. Deux papiers majeurs dans la fin des années 90 ont permis effectivement de pointer du doigt cette protéine comme étant probablement l'enzyme responsable de l'induction et donc portant l'activité catalytique de formation des cassures double brin. Le premier de ces papiers a été publié dans l'équipe de Nancy Kleckner en 1997 et a montré que quand on purifiait des cassures double brin méiotiques à partir de la levure cérévisier, on pouvait détecter la protéine SPO11 attachée de façon covalente aux extrémités de ces cassures. Donc, ce qui pointait du doigt cette protéine comme ayant un rôle primordial dans l'induction elle-même des cassures. Le second papier auquel je faisais référence, c'est un papier publié dans l'équipe de Patrick Forter à Orsay, toujours en 1997. Et l'équipe de Patrick a mis en évidence, a caractérisé un nouveau complexe topoisomérase à partir des archées et a pu montrer que ces topoisomérases, appelées topoisomérase 6, sont des enzymes tétramériques composées de 2 sous-unités A et de 2 sous-unités B, et que la sous-unité A catalytique de ce complexe topoisomérase présentait des similarités de séquence frappantes avec la protéine SPO11, connue depuis longtemps comme étant impliquée en méiose et plus particulièrement dans la formation de cassures double brin. Donc ces données ont convaincu définitivement les gens que SPO11 était responsable de la formation des cassures. Et donc sur cette petite animation, je vous montre ce que l'on pense, ce que l'on connaît du modèle d'action des topoisomérases. Donc comme vous le voyez ici, les topoisomérases, et en particulier les topo6, sont des enzymes multimériques qui sont capables de résoudre la topologie et de modifier la topologie de l'ADN, et ceci en capturant des molécules d'ADN et en induisant des cassures double brin transitoires, c'est ce que vous voyez à ce moment-là, et en promouvant le passage d'une seconde molécule à travers ces cassures double brin. Alors, la réaction catalysée par SPO11 doit avoir des caractéristiques très différentes, puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on peut détecter la protéine SPO11 associée à ces cassures. Les cassures n'ont rien de transitoire et ne peuvent pas être transitoires pour que la recombinaison homologue procède. Donc, cette observation, plus le fait qu'aucune sous-unité B n'avait été détectée comme indispensable, comme agissant au moment de la méiose, ont conduit à proposer que ce qui était actif au moment de l'initiation de la recombinaison, c'était un dimère de protéine SPO11 qui agirait de la même façon que ce dimère catalytique en induisant des réactions des attaques nucléophiles de l'ADN, mais qu'aucune sous-unité B n'était requise, et donc ce qui pouvait expliquer l'irréversibilité de la réaction de catalyse. Alors, la situation chez les plantes est un petit peu différente, puisque quand on recherche les homologues de la protéine SPO11, on détecte dans les génomes végétaux plusieurs séquences, et 2 d'entre elles ont été montrées comme requises pour la recombinaison méiotique. Donc ça, c'est une diapositive qui résume un petit peu ces données-là, en vous montrant le phénotype montré par un mutant SPO11-1 ou SPO11-2 d'Arabidopsis, qui se traduit par des plaques métaphasiques ne présentant pas de formation de bivalents, mais au contraire que des univalents.
Ce défaut méiotique majeur de ces mutants SPONS1 et SPONS2 est associé et corrélé à un défaut de fertilité, comme vous pouvez le voir ici en observant la taille des fruits de ces plantes, et a pu être corrélé à une absence de formation des cassures double-brun, et ceci peut être illustré ici, par exemple, par l'immunomarquage de cette protéine DMC1 que je vous présentais tout à l'heure. Donc ces mutants SPONS1 et SPONS2 sont déficients dans l'induction de cassures double-brun. Donc l'absence de redondance entre ces deux homologues de SPONS nous ont conduit à proposer que ce n'était pas un homodimère de protéines qui devait induire la recombinaison chez les végétaux, mais un hétérodimère composé d'une protéine SPONS1 et SPONS2. Mais jusque-là, et depuis ces résultats, peu de confirmations de ces modèles ont pu être obtenues. Et ça notamment parce que les équipes qui s'y sont frottées, et elles étaient nombreuses, n'ont jamais réussi à purifier et à produire de façon soluble cette protéine et donc à caractériser sans suite son activité biochimique. Donc en parallèle de ces essais-là, des approches de recherche de mutants ont été menées dans différentes espèces conjointement et nous avons participé à cet effort avec l'objectif donc d'identifier d'autres facteurs pouvant jouer avec les protéines SPONS1 et SPONS2 dans cette étape de la recombinaison méiotique. Donc nous avons tiré profit de la capacité de la plante Arabidopsis et de les ressources disponibles chez cette espèce pour mener des cribles génétiques à grande échelle, pour identifier au sein de larges collections de mutants, des plantes qui présentaient les mêmes défauts, en gros, que les mutants SPONS1 et SPONS2 que je viens de vous montrer, donc caractérisés par des défauts de fertilité et des défauts de formation de bilan associés à un défaut d'initiation de la recombinaison. Donc ces analyses menées sur plusieurs années nous ont permis à nous et d'autres équipes d'identifier un certain nombre de facteurs qui sont schématisés ici, et que nous avons pu montrer comme requis, comme les protéines SPONS1 et SPONS2, pour cette étape de la recombinaison méiotique. Alors, une première conclusion générale que l'on peut tirer de ces résultats, quand on compare notamment les protéines que nous avons isolées chez les plantes aux protéines isolées chez d'autres espèces, et ici je vous ai mis celles isolées chez la levure, cérévisier. La première conclusion que l'on peut tirer, c'est que la comparaison de ces protéines révèle une très faible conservation de séquences primaires et, au sein des espèces, mis à part évidemment la protéine SPONS dont je vous parlais tout à l'heure. La seconde conclusion que l'on a pu tirer, qui était assez décevante, c'est que l'analyse de ces protéines au sein des différents génomes, donc là ici je vous ai montré 2 espèces chez lesquelles ces analyses ont été faites, mais finalement il y en a plusieurs, très peu d'idées de la fonction de ces protéines ont pu être tirées de l'analyse des séquences de ces protéines. Et ceci est vrai notamment parce que ces protéines ne sont pas conservées en dehors de leurs espèces proches et ne présentent en général aucun domaine de fonction connu. Alors ceci était vrai jusqu'à ce que nous caractérisions une de ces protéines récemment, la protéine PRD4, qui répondait à toutes les mêmes caractéristiques que ce que je viens de vous décrire, mais quand nous avons dépassé en fait l'analyse de la séquence primaire et recherché des similarités d'un point de vue plus structural de ces protéines avec des choses connues, nous sommes rendus compte que cette protéine PRD4 représentait très probablement un homologue distant de la solusunité B du complexe d'Arquet dont je vous parlais initialement. Donc nous avons baptisé cette protéine mTOP6B pour Meiotic Topo6 B-like. Et cette diapositive illustre cette similarité de structure entre la protéine que nous avons isolée et la structure des sous-unités B d'Arquet pour lesquelles des données cristallographiques étaient disponibles. La similarité entre ces deux structures est suffisamment frappante pour que l'on puisse détecter en particulier les 2 régions fonctionnelles caractéristiques des Topo6B. Dans la région N-terminale, une région qui a un folding très particulier et qui a comme fonction caractérisée chez la sous-unité B d'Arquet une fonction de ATPase. Et dans la région C-terminale de la protéine, une longue hélice alpha qui forme un coude et qui est appelé chez les Topo6B le domaine transducer. Alors, de façon assez notable, quand on regarde les régions conservées dans la famille de protéines de plantes, donc la famille mTOP6B, on peut détecter un certain nombre de domaines. Et le domaine le plus conservé au sein de, ces protéines végétales est ce domaine que j'ai coloré en rouge ici sur la structure, qui correspond à l'extrémité, enfin au coude du transducer. Alors, il se trouve que les analyses qui avaient été menées sur
la topo 6 d'Arquet montrait que cette région-là, le coude du transduceur, correspondait justement à la région d'interaction avec les sous-unités A du complexe. Donc au vu de ces résultats, il était assez tentant de proposer que cette protéine que nous venions d'identifier, la protéine mTOP6B, forme un complexe tétramérique de type topo 6, mais faisant intervenir les deux protéines SPO11-1 et SPO11-2 comme dimères catalytiques. Donc pour valider cette hypothèse de travail, nous avons entrepris un certain nombre d'analyses et notamment l'étude d'interaction entre ces protéines méiotiques. Et comme vous le voyez ici, résumé, donc ce sont des expériences de double hybride dans des cellules de levure. On a pu valider, comme prédit par le modèle, que la région C-terminale de la protéine mTOP6B interagit avec les régions N-terminales d'une part de SPO11-1, mais également de SPO11-2. On a également recherché les interactions entre les sous-unités A du complexe putatif d'initiation des cassures, donc les protéines SPO11-1 et SPO11-2. Et comme vous le voyez ici, par contre, on ne pouvait pas détecter d'interaction en double hybride dans les levures par ces techniques-là. En revanche, quand on coexprime dans les mêmes levures la protéine mTOP6B, dans ces cas-là, on peut détecter une interaction entre les deux protéines SPO11-1 et SPO11-2. Et de façon assez marquante, ce rôle de la protéine mTOP6B dans la médiation de la formation d'un dimère de sous-unité A est spécifique de l'hétérodimère, la formation de l'hétérodimère SPO11-1, SPO11-2, et n'est pas capable de médier la formation d'un homodimère SPO11-1, SPO11-1 ou SPO11-2, SPO11-2. Donc ce genre de données, plus des données des approches un peu plus biochimiques pour conforter ces données d'interaction, nous ont permis effectivement de valider l'existence d'un complexe de type topo 6 qui adopterait en tout cas une structure de ce type-là, au moins à un moment donné, et qui ferait intervenir comme sous-unité B la protéine mTOP6B et les deux sous-unités SPO11-1, SPO11-2. Alors, la mise en évidence d'un complexe de type topoisomérase 6 qui initierait la recombinaison méiotique ouvre du coup un certain nombre de questions qui sont encore en latence, mais sur lesquelles je voudrais prendre quelques minutes pour discuter. D'une part, puisqu'un complexe topo 6 a l'air d'être formé au moment de l'initiation de la méiose, la question de la réversibilité de la réaction de cassure double brin reste ouverte, et en tout cas est réouverte. Et il est même envisageable finalement que si ce complexe topo 6 possède les mêmes caractéristiques que les complexes topo 6 d'Arquet et est donc capable de réverter la réaction de cassure, ce complexe est en fait une activité régulatrice permettant d'éviter que les cassures double brin se fassent de façon trop rapide ou non régulée. Dans ces cas-là, pour que la recombinaison homologue ait lieu, il faut imaginer qu'à un moment donné du processus, des activités d'inhibition de la religation agissent pour bloquer le complexe en position ouverte. Il se trouve qu'on connaît chez des archées des poisons du fonctionnement des archées qui sont beaucoup utilisés en cancérologie ou comme antibiotiques et qui fonctionnent exactement comme ça, en bloquant le tétramère de topoisomérase en position ouverte. Alors, une autre possibilité est que ce complexe méiotique est tellement divergé qu'il est perdu complètement, que la réaction catalysée par ce complexe soit très différente de celle catalysée par les archées, les topo6, les topoisomérases, et que la réaction du coup catalysée soit naturellement irréversible et produise donc des cassures double brin stables qui vont être prises en charge par la recombinaison homologue. Une dernière hypothèse est que nous proposons, en vue du résultat, que la sous-unité B, nous avons montré que la sous-unité B chez Arabidopsis était requise pour médier la formation de l'hétérodimère de sous-unité A, ce qui n'est pas le cas avec les protéines topo 6 d'Arquet, chez lesquelles la sous-unité A s'associe de façon autonome, ce qui montre que la sous-unité B méiotique a acquis un rôle régulateur important et qu'on pourrait imaginer que cette fonction, que ce soit la seule fonction quasiment de la sous-unité B, qui soit donc requis pour assembler sur la chromatine le dimère catalytique SPO11-2 qui puisse alors induire la cassure. Et donc cette protéine mTOP6B serait donc un régulateur majeur pour empêcher que le dimère catalytique actif ne soit formé de façon irraisonnée. Une autre question qui reste ouverte au vu de ces résultats, c'est de savoir si cette situation est propre aux plantes et représente donc une bizarrerie du monde végétal ou si elle peut être étendue aux autres eucaryotes. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, la protéine mTOP6B, comme la plupart des protéines de cassure,
sont très divergentes d'un point de vue séquence, très peu conservées d'un point de vue séquence primaire, et on peut difficilement trouver des homologues de cette protéine en dehors du groupe des plantes, et même des plantes à fleurs, plus précisément. En revanche, nos collaborateurs Bernard Demassy et Thomas Robert à l'IGH à Montpellier ont mené une recherche d'analyse d'orthologues basée non pas uniquement sur des séquences primaires, des similarités et des conservations de séquences primaires, mais sur des approches qui intègrent les prédictions de structure. Et grâce à ces approches-là, cette équipe a pu mettre en évidence une famille de protéines dans le groupe des opisthocondres, donc qui comprend notamment les vertébrés, les champignons et les insectes, et donc une famille de protéines qui présentait des similarités prédites non négligeables avec la famille de protéines que nous avions isolées chez Arabidopsis. De façon encore plus convaincante, l'équipe de Bernard Demassy a validé le rôle du membre de souris de cette nouvelle famille de protéines dans la méiose en réalisant le KO, l'extinction de ce gène chez la souris, et en démontrant que ce gène était responsable de l'induction des cassures double brin chez la souris, comme c'est le cas du coup pour la protéine M-top6B végétale. Donc, ces données nous permettent de valider le fait que cette famille de protéines est conservée en dehors des plantes et en particulier chez les opisthocondres. Chez la souris, la protéine TOP6B, elle, présente des similarités de structure comparables à celles que je vous ai décrites pour la protéine de plante, notamment avec les régions N-terminales ATPase et la région transduceur. En revanche, ce n'est pas le cas pour les candidats identifiés au sein des champignons et des insectes. Notamment en ce qui concerne la protéine de Cérévisier, qui est ici représentée, vous le voyez à peu près sur cette diapositive que la protéine candidate issue de cette recherche de protéines similaires ne présente des similarités avec les protéines TOP6B méiotiques uniquement dans sa région transdouceur. On ne peut pas détecter de similarité avec la région N-terminale portant l'activité ATPase. Par contre, ce qui est particulièrement intéressant dans cette analyse, c'est que cette protéine de levure se révèle être la protéine REX102, qui est une protéine connue depuis longtemps comme requis pour la formation des cassures double brin. Donc cette similarité de séquence et de structure détectée par l'équipe de Bernard est loin d'être fortuite. D'ailleurs, plus précisément que ça, il a été montré par des analyses fonctionnelles de cette protéine REX102 chez la levure au cours des dernières décennies que cette protéine REX102 occupait un rôle particulier parmi toutes les protéines de cassure connues chez Cérévisier, puisqu'elle était avec son collègue REX104, elle formait un espèce de dimère fonctionnel qui était le seul capable d'interagir et probablement de promouvoir l'association de la sous-unité ASPO11 sous forme de dimère. Du coup, au vu de ces résultats de similarité de séquences prédites de REX102, mais aussi ces données fonctionnelles acquises au cours des années sur la levure, il est assez tentant de proposer que chez la levure aussi, un complexe de type topo 6 adoptant une structure de type topo 6 agisse et soit requis pour l'étape de formation des cassures double brin, mais que contrairement à ce qui est le cas chez les mammifères ou chez Arabidopsis, ce complexe n'est pas un tétramère mais un hexamère composé de deux sous-unités A, les deux protéines sont 11, de deux sous-unités REX102 et de deux sous-unités REX104. Donc je vais vous laisser sur cette figure-là qui résume ce que l'on pense maintenant actuellement du complexe catalytique responsable de la formation des cassures, en illustrant le fait qu'effectivement la conservation de la structure de type topo 6 est assez forte, mais qu'en revanche, la façon et l'assemblage de chacun de ces complexes a l'air d'être assez variable et assez souple en fonction des espèces. Et je veux juste finir en remerciant donc les gens qui ont contribué à ces travaux, donc l'ensemble du groupe Méiose Recombinaison de l'INRA de Versailles, plus particulièrement pour cette caractérisation de la partie topo 6, Nathalie Ruilin, qui était une étudiante en thèse dans mon équipe, et puis nos collaborateurs, Claudine Meyer à l'Institut Pasteur, qui a beaucoup contribué aux analyses de prédiction de structure de la protéine topo 6, et nos collaborateurs de l'IGH que j'ai déjà mentionnés. Je vous remercie de votre attention. Voilà. Y a-t-il des questions dans la salle? Oui. Oui,
juste une question, est-ce qu'elle est exprimée autant dans la méiose mâle que la méiose femelle? Est-ce qu'il y a eu des différences d'expression? Alors, chez Arabidopsis, c'est assez difficile de répondre, notamment parce que la régulation transcriptionnelle de ces gènes est assez aberrante. Donc, la seule donnée qu'on a, c'est des données d'immunocytochimie. On ne peut pas la détecter, elle est très peu abondante d'un point de vue protéine dans les tissus, donc on ne la détecte pas en western, on ne peut pas la détecter en western. Et d'un point de vue immunocytochimie, c'est difficile à quantifier. Donc, je ne peux pas trop répondre. Je n'ai pas de données pour vous répondre là-dessus. Oui. Dans la collection de mutants dans le domaine ATPasique, est-ce qu'il y en a qui seraient corrélés à un phénomène de réversibilité, par exemple, sur l'aspect énergétique de... Oui. Vous parlez de chez la topocis originelle chez les archées ou chez la protéine de plante, la protéine méiotique? Chez la protéine de plante. Alors, actuellement, on n'a pas encore ces données-là. On est en train de générer. Effectivement, il y a des domaines qui sont très conservés dans la région. Donc, le domaine ATPase est très divergent par rapport au domaine ATPase de la protéine d'archée. Néanmoins, il y a certains acides aminés fonctionnels importants pour le binding de l'ATP qui ont l'air d'être conservés et qui sont en tout cas très conservés dans la protéine de plante. Et du coup, on est en train de réaliser des expériences de mutagénèse dirigées dessus pour valider, tester leur rôle effectivement dans la fonction de la protéine. Et tester la fonction. Et aussi sur le rôle de l'ATPase, effectivement. Une dernière question. Oui. Par rapport au crossover et à la ségrégation, il y a la règle de 1 crossover par chromosome. Est-ce que c'est quelque chose qui est très conservé ou Alors, la règle, en fait, donc la règle à laquelle vous faites référence, je pense que c'est de la règle ce qu'on appelle le crossover obligatoire. Donc, effectivement, il faut entre guillemets, au moins un crossover par paire de bivalents pour former ces bivalents, justement. Donc, dans la grande majorité des cas, c'est effectivement le cas. C'est au moins ces crossovers sont là, ils sont requis pour la formation de bivalents et pour la ségrégation des chromosomes. Il y a quelques exceptions, c'est-à-dire qu'il y a quelques espèces qui font des ségrégations chromosomiques sans crossover, mais c'est relativement rare. C'est plutôt des exceptions que la règle. Et en ce qui concerne ce nombre de crossovers quand il a lieu, c'est au moins 1 et c'est rarement plus de 2. Et ça, c'est extrêmement conservé. Donc, il y a quelques exceptions. Il y a quelques espèces qui font beaucoup de recombinaisons par chromosome. C'est le cas de la levure, par exemple, et c'est le cas des abeilles. Mais si on plotte le nombre de crossovers par chromosome chez toutes les espèces, et on commence à avoir beaucoup de données, la courbe est incroyablement ramassée autour de 2-3 par bivalent. Donc il y a l'air d'avoir une pression sélective ça a l'air d'être un nombre assez optimum. Pourquoi? C'est difficile à dire parce que c'est complètement indépendant de la taille des chromosomes. Donc là, quand je vous donne cette change-là, ça peut être pour des chromosomes de blé qui font des gigabases ou des chromosomes d'Arabidopsis qui font quelques mégabases. Encore une question? Oui, c'est plus une remarque qu'une question. Alors, moi, je travaille sur le bovin. Et ce qu'on remarque assez généralement, c'est que les petits chromosomes qui font de l'ordre de 80-100 centimorgans, en fait, il y en a une bonne proportion qui n'ont pas de recombinaison. Et en fait, moi, j'interprète ça par le fait qu'il y a une recombinaison, enfin un crossing over obligatoire par tétrade, mais ça veut dire que ça n'affecte qu'un chromosome sur 2. Donc il y en a qui sont intacts. Tout à fait. C'est-à-dire que effectivement, je n'ai peut-être pas été claire dans ce que je disais, quand je dis un crossover par bivalent, ça touche que 2 chromatides sur 4. Donc dans le bivalent, il n'y aura que la moitié des chromatides qui seront touchées par la recombinaison. C'est certain. Jean-François. Le crossover est-elle aléatoire, complètement aléatoire, ou est-ce qu'il y a des zones ou des points plus chauds que d'autres? Elle est tout sauf aléatoire, ça c'est clair. C'est-à-dire que les sites de recombinaison, donc les sites de recombinaison il y a des grandes parts, donc ça dépend beaucoup des génomes évidemment, mais quels que soient les génomes, POMB est probablement la seule exception connue à ce jour d'un taux de recombinaison homogène au sein des chromosomes. Toutes les autres espèces que l'on connaît ont des taux de recombinaison extrêmement variables d'une région à l'autre du chromosome.
Et une partie de cette variabilité est liée à la variabilité dans justement la formation des cassures double brin. Parce que quand on plotte, il y a très peu d'espèces pour lesquelles on a ces données-là, mais quand on regarde où se font les cassures double brin et avec quelle intensité, on a une corrélation assez forte avec où se font les crossovers, bien sûr. Donc il y a d'autres paramètres qui s'additionnent dessus, mais c'est clairement un des déterminants de la position des crossovers. Les cassures double brin n'ont pas l'air de se faire partout. Il y a des endroits qui sont complètement récalcitrants.